Bonjour à tous et merci de rallier Eden TV pour suivre l'actualité. Donc voici le sommaire. Rencontre entre le président de la République Patrice Athanase Guillaume Talon et les conseils communaux du Grand Nokoué. Plusieurs sujets seront abordés, entre autres le projet d'asphaltage, d'aménagement et d'assainissement des voiries urbaines. À suivre, le procès des 34 ministres du dernier gouvernement du président burkinabé Blaise Compaoré qui devrait s'ouvrir ce jeudi a été une nouvelle fois reporté au 8 mai prochain. Et puis les Algériens ont voté ce jeudi pour élire leurs députés sur fond de difficultés économiques et d'inertie politique. Un constat tout de même, la faible participation. Les résultats sont attendus ce jour. Entrons maintenant dans le vif de ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le président de la République reçoit ce jour à la Marina les conseils communaux et municipaux et certains responsables techniques de l'agglomération du Grand Nokoué. Rappelons que le Grand Nokoué est constitué des municipalités de Cotonou, de Porte-Novo, d'Abo Bekalavi et des communes de Semek-Boudi et de Ouida. Principal objectif de cette rencontre, expliquer aux élus locaux la mise en œuvre, bien évidemment, des grands projets au profit des communes et recueillir leurs diverses préoccupations. Il s'agit entre autres projets, le projet d'asphaltage, d'aménagement et d'assainissement des grandes voiries urbaines. Cette édition d'information se poursuit. Le ministre de l'économie numérique et de la communication a organisé, le ministère, a organisé un atelier de formation au profit des cadres du ministère, ceci du 4 au 5 mai. Cet atelier vise à donner aux acteurs institutionnels les outils nécessaires d'appropriation des projets de défendre partout où besoin sera. Le reportage est signé de Roland Toneinkes et de Damien Pedro. Former les acteurs institutionnels pour une meilleure appropriation des projets et renforcer leurs capacités en communication, c'est le but de cet atelier de formation organisé par le ministère de l'économie numérique et de la communication. Prévu pour durer du 4 au 5 mai, cet atelier permettra aux acteurs de développer leur sens de vulgarisation des projets au profit du grand public. Serge Arissou, directeur de cabinet du ministère, revient sur d'autres travaux prévus au cours de cet atelier. C'est aussi l'occasion de faire le point de l'évolution de certains projets qui sont en cours de réalisation. Ceci nous permettra d'asseoir une meilleure organisation de suivi-évaluation. Toutes choses qui concourent au succès. En effet, plus qu'une ambition, nous avons la lourde responsabilité de conduire à bon port 6 des 45 projets phares du programme d'action du gouvernement et une dizaine de projets prioritaires dont la réalisation ouvrira les portes de la croissance. Pour ces projets, il s'agit entre autres du déploiement de l'Internet haut débit, de la transition vers la télévision numérique terrestre, de la mise en œuvre de l'administration intelligente. Quant aux projets prioritaires, ils visent à créer les conditions nécessaires pour une administration efficace et performante au service des usagers, mais également de permettre à ces acteurs institutionnels de collaborer plus efficacement avec les autres acteurs impliqués dans les projets. Je veux nommer la HAC, l'ADN, le CPTNT, les partenaires privés et autres acteurs institutionnels qui sont engagés dans le même combat que le ministère de l'économie numérique et de la communication. Ce travail d'appropriation fera de ces acteurs institutionnels du ministère de l'économie numérique et de la communication de précieux vecteurs de communication et de vulgarisation des projets qu'ils défendront avec conviction. En image maintenant, la réunion de la Commission de l'éducation, de la communication, des affaires culturelles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie CECAC-APF a pris fin ce jeudi. Cette rencontre a rassemblé à Cotonou les sénateurs, des députés et des experts de l'éducation autour de plusieurs thèmes tels que la marchandisation de l'éducation. La prochaine réunion de la CECAC aura lieu à Luxembourg au cours de la 43e session de l'APF. Je vous invite à présent à suivre la présidente de la Commission de l'éducation de l'Assemblée nationale. Au-delà des rapports classiques, l'approche adoptée pour l'étude des questions relatives à l'éducation, notamment sa marchandisation, à la problématique de la démographie, au financement des systèmes d'éducation, à l'éducation civique et citoyenne et à la prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation,
Cette approche a prouvé la profonde préoccupation des participants et notamment de mes collègues sénateurs et députés, quelle que soit leur région de provenance, au sujet de ces questions qui n'épargnent pas les pays francophones. Nous n'apportons peut-être pas, à l'issue de nos travaux, les solutions immédiates aux problèmes qui ont retenu notre attention. Mais déjà, pouvons-nous être fiers de lancer des pistes de réflexion qui constituent une partie, si infime soit-elle, de la solution globale aux préoccupations du moment. Dans un tout autre chapitre maintenant, on remonte à 24 heures plus tôt, 4 mai, date historique pour le parti Restaurer l'espoir de Candide Azanaï. Ce jeudi 4 mai 2017 marque le 2e anniversaire de la tentative d'arrestation de leur leader. Les militants de ce parti ont organisé une marche commémorative qui a permis à Candide Azanaï de revenir sur les raisons de cette tentative de son arrestation manquée sous le régime précédent. Écoutez-le, il est au micro de Aristide Setti et de Denis Maroya. Le 4 mai 2015, un jour fondateur dans notre pays, il convient de commémorer ce jour. Car qu'il vous souvienne que les élections législatives, les résultats des élections législatives ont été proclamés un peu avant le 4. Je m'étais retrouvé à Calavi, nous étions un certain nombre de députés pour réfléchir sur l'élection au perchoir du président Adrien Moubedi. C'est donc du retour de Calavi, de chez le président Koudé, que j'ai eu les premières informations. Ces informations me proposaient 3 scénarios. Soit fuir de Cotonou et du Bénin, soit aller me rendre, et la 3e solution, soit prendre mes responsabilités. J'ai décidé de résister. À 6h45, les premiers signes ont commencé. Toutes les rues d'ici étaient barricadées de véhicules de la présidente de la République, du service de renseignement. Un peu plus tard, ce sont les véhicules de la police, de la gendarmerie, de la garde présidentielle. L'ordre qui avait été donné était de m'amener mort ou vivant. Parce que nous venons de gagner une élection haut les mains. Et cette élection faisait que la majorité au pouvoir alors n'avait plus aucune chance de remporter le perchoir. La tentative d'enlèvement, les gens disent, mais moi je dis l'opération de mon enlèvement crapuleux avait pour but de contrôler le Parlement, d'assassiner notre démocratie. C'est pour ça que j'ai refusé de fuir, de résister. Parce que si le 4, vous n'étiez pas sorti, vous n'aviez pas fait cette résistance, il n'y aurait jamais eu le 19 mai à Porto-Novo. C'est ça ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Ce que vous avez fait le 4 mai, vous avez sauvé notre démocratie. Il y a des jeunes à qui nous devons rendre hommage. Le 4 mai n'est pas une journée qu'il faut oublier. Ce n'est pas une journée de vandalisme. Ce n'est pas une journée de destruction de biens publics. C'est une journée de protection de l'intérêt général. C'est une journée de résistance contre l'arbitraire politique. C'est une journée de refus, de condamnation, de dénonciation des enlèvements politiques, des assassinats politiques, des persécutions politiques. Mais c'est aussi une journée de lutte contre les dérives. Et cette rue doit être la rue du 4 mai. Restons toujours sur le continent africain. La famine qui ravage le Soudan du Sud et ses voisins pourrait faire jusqu'à 6 millions de morts si la communauté internationale échoue à se mobiliser pour éviter ce désastre. C'est du moins la substance des conclusions des ONG du Forum économique mondial sur l'Afrique. Suivez ici des détails.
Les gouvernements africains doivent obliger les différentes parties à s'entendre pour cesser le feu. Les armes doivent être silencieuses. Dans le Soudan du Sud, depuis le début du conflit, 82 travailleurs humanitaires ont été tués, 15 cette année seulement. Ils tuent des travailleurs humanitaires, ils pillent l'aide humanitaire et ne respectent pas les règles de la guerre. Nous ne pouvons pas accéder à ceux qui sont le plus dans le besoin à cause du manque de respect des lois internationales. Permettez donc aux gouvernements africains de faire pression sur ces groupes pour qu'ils respectent la loi humanitaire. La famille, les gens meurent, les enfants sont en train de mourir. Il faut de l'argent pour fournir des aides afin que les morts s'arrêtent. Aujourd'hui, le budget est de 4,4 milliards de dollars pour les 4 famines, y compris au Yémen. Seulement 26% ont été livrés jusqu'à présent. Encore une fois, c'est un appel à la communauté internationale, aux pays qui ont les moyens de donner de l'argent afin que les morts s'arrêtent. We Africans, we also have to make sure that nous, Africains, nous devons également nous assurer que les recettes intérieures de notre gouvernement, qui sont consacrées à l'agriculture, qui sont consacrées à l'ensemble du système alimentaire, soient vraiment respectées selon la déclaration de Malabo. in Africa, we know that climate change is here to stay. En Afrique, nous savons que le changement climatique est là pour durer. Il y a de la sécheresse, il y a des inondations et maintenant, nous parlons de la famine. Pourquoi ne pouvons-nous pas planter afin d'être résistants, afin d'atténuer cela et de régler le problème en tant que pays? They are not being assisted to treat farming as business. Pendant ce temps, au Maroc, le mécontentement ne discontinue pas. 6 mois après la mort effroyable à Al-Hoceim, dans la partie nord de ce pays, d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures, eh bien, la contestation dans le Rif marocain a désormais un nom. L'imagination, l'indignation, j'allais dire, suscitée par l'affaire a tourné au séisme social dans cette région méditerranéenne enclavée sur la côte marocaine à la forte identité berbère et marquée par son passé très contestataire. Reportage. 6 mois après la mort d'un vendeur de poissons broyé par une berne à ordures, la population de Al-Hoceima crie le ras-bol. Vannée de leurs conditions de vie socio-politique et économique, l'affaire a tourné au séisme social. Les revendications des jeunes du mouvement sont des demandes légitimes. Juste, le droit à avoir un travail, une dignité, le droit aux soins médicaux, à l'enseignement, ce sont des revendications légitimes. Nous insistons sur notre refus total et collectif des politiques publiques de l'État qui ne sont ni populaires ni sociales. La contestation dans le Rif marocain est source de plusieurs facteurs qui accentuent le sentiment de relégation et de la défiance envers l'État dans une région traditionnellement frondeuse. Comme tout le monde le sait, le mouvement Irak est fort. Il résiste depuis presque 6 mois. On a fait face à de nombreux obstacles et difficultés. Nous les avons surmontés parce que notre volonté est très forte, malgré les tentatives de l'État d'anéantir cette mouvance qui ne revendique que des droits sociaux, économiques, culturels, ainsi que la levée de statuts militaires qui enclavent cette région et qui empêche les investisseurs de venir. Ville de 60 000 habitants au bloc d'immeubles accrochés à la montagne et dont la place centrale surplombe la Méditerranée, Al-Hoceima affiche une apparence de normalité si ce n'était la forte présence de la police en uniforme comme en civil. Le mouvement va continuer tant que les problèmes sociaux et économiques ne seront pas résolus. L'État a, semble-t-il, pris la mesure de la colère, mais peine à répondre à l'avalanche de revendications et à l'intransigeance de la mouvance. Le gouverneur a été limogé fin mars. Les visites ministérielles se succèdent. Une pluie de projets a été relancée. Faisons maintenant une escale en Algérie.
où les Algériens, bien évidemment, ont voté ce jeudi pour élire les députés sur fond de difficultés économiques. Je vous en parlais au sommaire. Le principal enjeu demeure la participation qui était faible à 3 heures seulement de la clôture du vote hier. Le taux de participation a atteint 35,53% à 17 heures heure locale. Rappelons qu'aux législatives de 2012, le taux de participation, bien évidemment, était à 33,97%. C'est du moins ce que nous retenons de la déclaration du ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui, à la télévision d'État algérien. Et puis, les résultats du scrutin, bien évidemment, sont attendus ce vendredi en fin de matinée par le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui. Ce journal s'en va finir, mais pas avant ce dernier sujet sur la présidentielle française. Ils ne votent pas, eux, ce sont les réfugiés. Mais ils figurent souvent en toile de fond dans les différentes thématiques abordées par les candidats, notamment Marine Le Pen. Quel regard portent les réfugiés sur la présidentielle française? La réponse est contenue dans ce reportage. Week-end de l'entre-deux tours. Des associations organisent la présidentielle des exilés dans ce petit local de banlieue parisienne. Exposition de dessins, barbecue et surtout musique. Avant de venir faire la fête, les réfugiés avaient eu droit à une rapide présentation de l'élection présidentielle par une étudiante de Sciences Po. Un cours dispensé avant le premier tour et donc avant la qualification de Marine Le Pen. On a fait beaucoup de blagues au début parce qu'on ne pensait pas vraiment que ça se passait comme ça. Et voilà, on voit que nos blagues en fait elles deviennent plus drôles du tout et que ça les impacte directement et ils ont aucun mot à dire. Mais si aucun des réfugiés n'a le droit de voter à cette élection, beaucoup ont déjà entendu parler du programme de la candidate du Front National et ne cachent pas leur désarroi et surtout leurs inquiétudes. Elle va renvoyer tout le monde de France vers son pays d'origine. Donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour nous. Elle ne pourra pas appliquer tous ces programmes, à mon avis, mais j'ai des petites inquiétudes quand même, vu qu'elle a son programme. C'est trop focalisé sur les étrangers, sur l'islam. Le lycée désaffecté Jean Carré à Paris. Dans cet ancien squat de migrants transformé en centre d'hébergement, on essaie là aussi de donner quelques clés sur la présidentielle. Et il y a des deux candidats pour le final. Macron. Marine Le Pen. Exactement. Pas facile toutefois de mobiliser une population plus préoccupée de trouver des papiers que de se passionner pour la politique. Animateur au centre, Kelvin, lui-même étranger, veut quand même les mettre en garde contre les conséquences d'une élection de Marine Le Pen. Ce qui se passera en France va affecter des pays en Afrique, en Asie, vous savez. Donc pour moi, je pense qu'il ne faut pas qu'elle gagne, si l'on veut préserver l'essence même de ce qui fait la France. Moi, je n'ai pas la nationalité française, donc je ne peux pas voter. Je vais juste attendre pour savoir qui sera notre président. Des étrangers qui prennent la défense d'un pays qui n'est pas le leur, jusqu'à s'approprier son futur président. C'est tout le paradoxe de ces non-électeurs, davantage intégrés que certains veulent bien le dire. Et c'est tout pour ce point de l'actualité sur Eden TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv. Bon appétit.